Alors, ce que je suis en train de vous dire, évidemment, n'est pas limité au seul pétrole, puisqu'il se trouve qu'il n'y a pas que du pétrole sur Terre. Alors, on peut commencer à terminer ce débat sur la question des ressources en étendant la question des ressources au charbon, au gaz et au pétrole. Alors, je vous la fais brève. En gros, même en incluant le charbon, avec une croissance à 2% de la consommation d'énergie par an, nous avons épuisé toutes les réserves prouvées en un demi-siècle, charbon compris. Donc pour le moment, on vous dit il y a 3 siècles de charbon. Non. Les réserves de charbon, c'est un volume, représentent 300 fois la consommation de l'année écoulée, mais il n'y a pas 300 ans de charbon. On n'a jamais mesuré les réserves en durée, sauf les journalistes, pardon pour eux. Mais une réserve, c'est un volume. Hein. Ce volume, vous pouvez le consommer à vitesse constante ou à vitesse croissante. Or, c'est bien à vitesse croissante que la question nous intéresse, puisque pour le moment, c'est très exactement la question qui est posée partout. Comment est-ce qu'on garantit la croissance, etc. Alors, si nous consommons l'énergie fossile à vitesse croissante, en la faisant croître de 2% par an, eh bien, on a tout épuisé, charbon compris, en 50 ans pour les réserves prouvées, et on aurait épuisé le haut de la fourchette des réserves accessibles sur Terre en un siècle, tout au plus. En fait, on ne mettra même pas un siècle. Il y a la personne qui est responsable de cette simulation, il reste dans cette salle, donc vous pourrez aller lui poser des questions tout à l'heure. Voici une simulation qui a été faite par la R&D d'EDF qui dit que, charbon compris, eh bien, le pic de production des énergies fossiles est probablement pas très loin derrière 2050, même avec des hypothèses relativement hautes sur le charbon, si on continue à faire croître la consommation d'énergie fossile comme aujourd'hui. En plus, il y a des goulets d'étranglement et des questions qui se poseront bien avant. Par exemple, aujourd'hui, pour exploiter le pétrole, il faut à peu près 1000 raffineries dans le monde. Le prix d'une raffinerie, c'est 2 EPR, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est 2 à 3 gigadollars. Si on voulait liquéfier le charbon pour en faire des carburants liquides de synthèse, qui marchent très bien, les nazis ont fait avancer leurs chars et leurs avions avec ça, ça marche très bien. Les Sud-Africains ont fait rouler leurs voitures avec ça, tant qu'ils étaient sous embargo de la communauté internationale, ça marche très bien aussi. On peut faire de la carbochimie, enfin, on peut tout faire avec le charbon. Hein. Donc si on veut obtenir des carburants liquides de synthèse avec le charbon, il faudrait, pour motoriser tout le monde, comme on continue de le faire maintenant, etc., construire 4000 unités de conversion charbon vers hydrocarbures liquides à la surface de la planète et refaire le réseau d'oléoducs à partir des bassins charbonniers. Voilà. Est-ce qu'il y aura les capitaux pour ça, avant même qu'on parle de pic de production pour des raisons purement géologiques? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une question intéressante. Et puis enfin, il y a une dernière question qui se pose pour nous autres Européens, qui importons 99% de notre pétrole et 97% de notre gaz en France. En Europe, c'est un peu moins, mais en France. C'est où sont les réserves restantes, hein? Eh bien, elles sont essentiellement pas chez nous. En ce qui concerne le pétrole, elles sont pour l'essentiel au Moyen-Orient, l'Europe à 1% du pétrole restant. En ce qui concerne le gaz, on a intérêt à être copain avec M. Poutine parce qu'il est assis sur les premières réserves gazières de la planète, 30%, puis ensuite on a intérêt à être copain avec le président iranien parce qu'il possède les deuxièmes réserves gazières de la planète. Et en Europe, nous avons 3% du gaz restant. Et même le charbon, qui semble être bien réparti par continent, en fait, 6 pays dans le monde détiennent plus de 80% des réserves. Les États-Unis, 25% des réserves, donc M. Bush est assis sur 25% du charbon mondial. Et ceci explique cela, à mon avis, beaucoup plus que la question du pétrole dans les réticences à signer Kyoto. Et du reste, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir le nom des 6 premiers pays charbonniers de la planète et vous allez voir que, ou bien ils n'ont pas d'engagement contraignant, ou bien ils ont refusé de le ratifier. Ce n'est pas un hasard. Le premier, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la Russie. Donc M. Poutine est vraiment quelqu'un avec qui il faut garder des bonnes relations. Les troisième, quatrième et cinquième, c'est la Chine, l'Inde et l'Australie, qui soit n'ont pas d'engagement contraignant au titre de Kyoto, soit ne l'ont pas ratifié, ce qui est le cas de l'Australie. Et enfin, le sixième, c'est l'Afrique du Sud, qui n'a pas d'engagement contraignant. Donc les 6 premiers pays charbonniers de la planète qui ont plus de 80% des réserves à eux 6 ont peu ou pas du tout d'engagement au titre de Kyoto. Et la question, bien évidemment, c'est quand il va commencer à y avoir des tensions sur l'approvisionnement en hydrocarbures liquides, que vont faire ces braves gens? Est-ce que le charbon, ils vont le donner à tout le monde pour faire rouler nos voitures? Ou est-ce qu'ils vont dire, écoutez, les Français, vous êtes bien gentils, vous aviez qu'à en avoir du charbon, nous, on en a, on se le garde. On vous en donne juste un peu assez pour pas que vous soyez trop méchants, mais voilà. Voilà, une question qui est posée. Alors, vous voyez que ça ne vous donne pas la solution au développement durable. Par contre, ça vous donne déjà un premier écueil sur lequel il faut qu'on se penche. Après, vous avez la partie aval du cycle, abondamment documentée par Dim et Princesse Tam Tam, dont vous voyez que, manifestement, il n'y a plus de débat possible. Non, plus sérieusement, c'est la question du changement climatique. Alors, le changement climatique, quand on parle de changement climatique, on parle bien de changement d'un système dans lequel il y a des tas de choses qui interviennent, et pas seulement l'atmosphère.
Quand on s'intéresse à la météo, l'élément principal de variabilité du système, c'est effectivement l'atmosphère. Quand on s'intéresse à des évolutions sur des échelles de temps longues, vous voyez là en bas, il y a l'échelle de temps, et ici, c'est les compartiments du système qui peuvent influer à ces échelles de temps, eh bien, vous voyez que l'atmosphère n'influe pas sur la variabilité du système climatique à l'échelle du siècle. En d'autres termes, à cette échelle-là, c'est l'océan qui domine. En d'autres termes, savoir quel temps il va faire à Zanzibar dans un mois, on n'a pas besoin de connaître la réponse pour savoir comment évolue le climat à l'échelle du siècle. Et quand vous voyez dans le journal quelqu'un, au hasard allègre, dire « on ne sait pas dire quel temps il va faire dans 15 jours, donc comment pourrait-on, etc. » On s'en fiche, ce n'est pas le même déterminant qui influe. Alors, comment est-ce que l'homme perturbe le système climatique? Parce que l'homme est une des causes de perturbation du système climatique, mais pas la seule, et la question qui est posée à la communauté scientifique n'est pas et n'a jamais été « est-ce que l'homme est la seule cause de perturbation du système climatique ?» La question posée à la communauté scientifique, c'est, compte tenu des ordres de grandeur en jeu, est-ce que l'homme est en train de devenir le facteur dominant de perturbation du système climatique à l'échelle du siècle? Donc c'est une question d'ordre de grandeur, encore et toujours, et pas une clause d'exclusivité. Jamais on n'a eu une clause d'exclusivité avec qui que ce soit disant qu'on était les seuls aptes à perturber le système climatique. Cette perturbation du système climatique, elle est le fait de nos émissions de gaz à effet de serre, et vous voyez ici les émissions du principal d'entre eux, qui est le CO2. Et vous voyez, encore une mauvaise nouvelle pour essayer de réconcilier M. Attali et M. Borloo, c'est que ces émissions de CO2, c'est la traduction aval de notre consommation d'hydrocarbures, donc ça marche comme la croissance économique. Et quand la croissance ne va pas bien, eh bien, les émissions connaissent un petit une petite extinction de bois, mais la mienne va mieux. Quand la croissance va très bien, eh bien, vous voyez que les émissions vont très bien aussi. Et sur les 5 dernières années, les émissions de CO2 sont même allées encore plus vite que le PIB. Et quand la croissance va très mal, ce qui est arrivé dans les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, les émissions de CO2 dégringolent encore plus vite, ce qui fait qu'une bonne grosse récession, c'est un très bon moyen pour faire baisser les émissions de CO2. Il se trouve que cette courbe-là, qui est la traduction aval de ma consommation d'hydrocarbures, je peux vous dire, à cause des sacro-saintes mathématiques que j'ai invoquées tout à l'heure, qu'elle va finir par descendre. La question n'est pas de savoir si elle ne descendra jamais, la question est de savoir si on le gère ou si on attend que ça se passe tout seul. Mais c'est juste ça, la question. Et vous voyez qu'avec les événements qui ont fait descendre cette courbe toute seule, entre guillemets, on peut légitimement considérer que si nous ne nous chargeons pas de gérer cette décroissance des émissions de gaz à effet de serre, quand bien même il y a une partie potion amère à avaler dans cette affaire, on peut légitimement se demander si la décroissance involontaire qui aura lieu à ce moment-là est quelque chose qui se limitera à nous faire un peu de vélo, comme je l'ai fait hier, ou à manger quelques lentilles. Il est malheureusement à craindre qu'on y laisse beaucoup plus de plumes que ça, et en particulier tout ce qui vous préoccupe dans cette salle, c'est-à-dire un monde pacifique et équitable. Je pense qu'à l'évidence, on ne s'est pas trompé, on n'a pas fait d'erreur de casting quand le prix Nobel de la paix a été attribué au GIEC et à Al Gore. Il est évident qu'un monde que nous déstabiliserions à vitesse accélérée avec un approvisionnement en hydrocarbures non assuré ou avec une perturbation climatique de grande ampleur est un monde qui sera moins pacifique qu'un monde dans lequel nous gérons correctement le problème. C'est une évidence absolue pour moi. Autre exemple du fait que ça pose des questions, vous voyez ici en rouge la croissance des émissions de CO2 par personne et par an dans un certain nombre de pays, et en bleu la croissance du PIB par personne et par an dans un certain nombre de pays. Vous voyez qu'il y a nombre de pays, j'ai des doutes sur les statistiques chinoises, mais je ne suis peut-être pas le seul dans cette salle, dans nombre de pays, vous voyez que le CO2 par tête est allé plus vite que le PIB par tête sur les 5 dernières années. Et comme à population constante ou croissante, la barre rouge finira par décroître, évidemment, la solution involontaire, c'est que ce soit la diminution de la population à laquelle on est affaire, involontaire, mais si la barre rouge finit par décroître, question, où va la barre bleue? Où va la barre bleue? Ces gaz à effet de serre, une fois qu'on les a mis dans l'air, ils y restent très longtemps. Je ne vais pas commenter en détail cette courbe, parce que je commence à avoir mangé une partie significative de mon temps. Retenez simplement qu'une fois qu'on a largué du CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui, il y reste un siècle avant de commencer à s'épurer. Il n'y a donc aucune remise en état possible du système climatique. Ça n'existe pas, c'est une notion qu'il faut se retirer de la tête. La seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de limiter la casse, c'est-à-dire de faire en sorte que l'évolution à l'avenir soit plus douce plutôt que plus violente. Mais l'idée qu'on pourrait remettre le système en l'état, comme on rebouche une carrière, une fois qu'on a fini de l'exploiter, on replante des arbres par-dessus, et c'est presque comme s'il ne s'était rien passé, d'accord, on n'en voit plus la trace, ça n'existe pas avec le système climatique. Il n'y a pas plus de remise en état du système climatique possible qu'il n'y a de remise en état des poumons d'un fumeur possible quand il a fumé pendant 30 ans. Ce n'est pas le jour où il s'arrête de fumer qui remet ses poumons en état, c'est pas vrai. Donc,
il faut bien voir que cette perturbation que nous apportons au système climatique, elle est foncièrement irréversible, et la question est de savoir à combien on souhaite en limiter l'ampleur, et non pas si on souhaite l'annuler, c'est plus possible.